avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue pour un nouveau journal sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Créer un véritable esprit d'équipe au sein du gouvernement afin de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, tel est l'objectif du séminaire présidé ce samedi à Bamako par le Premier ministre malien Django Sissoko. Les partisans d'Ennahda dans les rues de Tunis pour défendre leurs droits à gouverner. Quant à la formation du gouvernement apolitique proposée par le Premier ministre islamiste Hamadi Djebali, elle a été reportée sine die. Infection et infertilité en Afrique, c'est le principal thème du 4e congrès international sur la fertilité qui vient de s'achever à Dakar au Sénégal. Pour les spécialistes, les infections sont les premières causes de l'infertilité chez les femmes. Alors que propose la science? Élément de réponse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Créer un véritable esprit d'équipe et de cohésion afin de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Tel est en substance le sens du séminaire qui a réuni ce samedi à la primature les membres du gouvernement malien sous la présidence du Premier ministre Django Sissoko. Il s'agit en clair d'imprimer une plus grande efficacité à l'action gouvernementale pour cette période de transition. Je vous propose d'écouter à ces propos le ministre malien de l'économie et des finances au micro de Nadia Piadi et Malik Mbaye. Au terme de nos travaux, je suis heureux de constater que nous avons atteint notre double objectif, car ces assises nous ont permis de scanner les principaux enjeux qui s'imposent et les défis majeurs à relever. Elles nous ont permis, en outre, de scruter les grandes échéances pour déterminer le rythme de notre action. Aujourd'hui, davantage qu'auparavant, et je suis heureux de le dire devant nos plus proches collaborateurs, nous pouvons afficher notre sens d'un véritable esprit d'équipe qui devra se traduire par une plus grande cohésion interne dans le fonctionnement quotidien du gouvernement, car chacune et chacun d'entre nous est davantage prêt à travailler avec les autres membres du gouvernement sur les priorités identifiées dans la feuille de route et dans le programme de travail gouvernemental. Dénouement dans l'affaire dite béret rouge, béret vert, le Premier ministre malien Django Sissoko a fait les propositions suivantes au président Dioncounda Traoré qui les a approuvées. 1. Les décisions de mutation des éléments du 33e régiment des commandos para seront exécutées. 2. Le 33e régiment des commandos para sera restructuré ainsi qu'il suit. Une compagnie d'instruction au camp para de Djikoroni, 2 compagnies à Gao et à Tombouctou. Nous y reviendrons bien sûr dans nos éditions de demain. Fin également ce samedi de la 13e édition du Forum de Bamako après 5 jours d'intenses échanges et débats autour du thème État, conflit, réconciliation nationale, enjeux de la cohésion sociale et défis de la gouvernance locale. Au terme des travaux, les participants se sont dit satisfaits de cette rencontre. Voici la réaction de quelques-uns recueillis par nos reporters Mahmoud Kabadia Kité et Cheikh Tidiane Koulibaly. C'est un forum qui tombe vraiment à point nommé parce que ce forum traite uniquement de l'actualité du pays, de tout ce qui se passe aujourd'hui au pays. Et grâce aux éminents intervenants que nous avons eus et communicateurs, nous avons été très édifiés par ce qui se passe dans notre pays. Et en conclusion, je pense que nous pourrions en tirer avantage parce que c'est dans les échanges également. D'avoir une impression de grande satisfaction par rapport déjà à la mobilisation internationale au chevet du Mali. Quand on sait que le Mali est dans une situation difficile et que beaucoup de Français ont bravé l'insécurité pour venir s'associer à nous, pour réfléchir sur des pistes de solutions pour notre pays,
je ne peux être que satisfait. Je suis très impressionné par ce que j'y ai vu. J'y ai vu un pays dont la concertation nationale a commencé, dont la démocratie est effervescente, et puis surtout j'ai noté la fierté de tous les participants d'être maliens, ce qui contraste peut-être avec les idées qu'on peut avoir d'un Mali qui est en grande difficulté. J'ai vu là un grand épisode de dynamisme politique, économique et social. Nous avons écouté des anciens, ceux qui ont vraiment travaillé à la construction du Mali, et à côté d'eux il y avait une jeunesse politique, de jeunes leaders qu'on a écoutés aussi et qui ont longuement réfléchi, semble-t-il, à cette nécessaire reconstruction de l'État, d'une part, et leur message de réconciliation a été très beau aussi. Nous, du monde de la formation, nous avons été interpellés. Notre mission est de construire les leaders du Mali de demain, les leaders de l'Afrique de demain. Le Premier ministre Bissau-Guinéen Tétière à Ouagadougou, Burkina Faso, Ruiz Barros, était venu informer le président du Faso, Blaise Compaoré, de la situation politique dans son pays, notamment cette période de transition politique. Il a par ailleurs sollicité l'appui du Burkina Faso. Ruiz Barros, qu'on écoute ici au micro de nos correspondants permanents à Ouagadougou. Je crois que ça évolue positivement. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a un pacte de transition qui est signé par tous les partis politiques, un accord politique. Et c'est ça que nous sommes en train de suivre avec un bout précis et avec l'accord aussi de la CEDEAO. Autre titre de l'actualité de ce samedi nous conduit au Sénégal où s'est achevé aujourd'hui même le 4e congrès international sur la fertilité. Après avoir identifié les causes du mal, les participants se sont penchés sur le repositionnement de la contraception et la lutte contre les infections. C'est un reportage de nos confrères d'APA TV à Dakar. Des données concordantes indiquent que les causes majeures de l'infertilité féminine en Afrique sont représentées par des infections. Cette question est en phase avec le 4e congrès du groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité, organisé sous le thème « Infection et infertilité en Afrique ». Voici un défi à relever avec l'engagement des gouvernements. L'une des causes majeures, c'est bien l'infection, surtout les infections génitales basses chez les femmes autant que chez les hommes. Le taux d'infertilité au Burkina, il est à l'image un peu de la majorité de nos pays. Nous avons un taux moyen oscillant entre 10 et 15%. C'est la non prise en compte de la santé de la femme par les politiques nationales, mais ça c'est quelque chose qui est en train de changer. Et puis d'autres obstacles culturels et une concurrence peut-être avec certaines pratiques traditionnelles. Les couples confrontés aux problèmes d'infécondité dans les pays en voie de développement n'ont pas toujours accès aux méthodes modernes de traitement. Il s'agit donc de faire face à la problématique des coûts de prise en charge des différentes méthodes de procréation médicalement assistée. Dans des situations de pauvreté, on a peu accès à la prévention, on a peu accès au traitement lourd, parce qu'en fait, quand il n'y a pas eu de prévention ou des traitements précoces en matière d'infertilité, on se retrouve avec des dégâts très importants. La patiente qui est infertile est totalement laissée pour compte. Elle doit tout assurer elle-même, le traitement, l'exploration. Donc vraiment, les gouvernements n'ont pas comme priorité la prise en charge de l'infertilité en Afrique. Et c'est ce qui est le vrai problème. Plus qu'un problème de santé publique, l'infertilité est souvent considérée comme une malédiction en Afrique, particulièrement dans les familles traditionnelles. Face à la stigmatisation et aux stéréotypes, le désir de procréer devient plus un élément essentiel de socialisation en Afrique. En Tunisie, les islamistes d'Ennahda au pouvoir avaient appelé à manifester pour prouver qu'ils avaient toujours le soutien de la rue et la légitimité des gouverneurs, mais seulement 15 000 personnes ont répondu à l'appel. Beaucoup moins que la semaine dernière lors des obsèques de l'opposant assassiné Chokri Belaïd. Quant au Premier ministre Hamadi Djebali, il a dû reporter s'inédier la formation de son nouveau gouvernement apolitique. Le peuple veut la légitimité. C'est l'un des slogans scandés par les manifestants dans le centre de Tunis. Ils sont environ 15 000. Leur but, maintenir Ennahda au pouvoir et empêcher le Premier ministre de former un gouvernement apolitique.
Nous voulons la légitimité, la confirmation du parti Ennahda au gouvernement et non le gouvernement qu'on veut nous imposer. Pourtant, le Premier ministre, Hamadi Djebali, est lui-même membre du parti islamiste Ennahda. Il avait fixé à samedi la date limite pour former un gouvernement ou démissionner. Mais vendredi, après avoir rencontré les chefs de parti, il a reporté l'échéance. Chacun mesure bien la fragilité de la situation, pour ne pas dire la gravité de la situation. J'ai demandé aux représentants des partis d'éviter les déclarations pour préserver l'efficacité de notre travail. Un gouvernement apolitique composé de technocrates, seule solution à ses yeux pour sortir de la crise, provoquée le 6 février par l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd, dont les proches accusent les islamistes au pouvoir. Ennahda, qui ne compterait plus aucun ministre, refuse un tel gouvernement. En revanche, le mouvement se dit prêt à accepter un cabinet mélangeant technocrates et personnalités politiques. Le Premier ministre peut s'appuyer sur le soutien de l'opposition laïque, des organisations syndicales et patronales et sur une large part de la société civile. Pour tenter de calmer les tensions, il a annoncé de nouvelles consultations avec les chefs de parti. Elles doivent avoir lieu lundi. Barack Obama poursuit sa croisade contre les armes à feu. Le président américain a de nouveau demandé au Congrès de durcir la législation afin de limiter la vente d'armes. Discours prononcé à Chicago, son fief. Chicago, une ville aussi secouée par la violence. 400 000 personnes y ont été tuées par balle l'année dernière. À l'origine de cette vague de violence, le Mexicain El Chapo, un des chefs du narcotrafic, devenu désormais l'ennemi numéro 1 dans la ville. On le surnomme El Chapo, le petit, en argot mexicain. Joaquim Archibaldo Guzman Loera est désormais l'ennemi public numéro 1. L'homme aurait utilisé la ville de Chicago comme plaque tournante de son trafic de drogue. Il y a un lien direct entre lui et la violence dans nos rues parce qu'il est celui qui fournit la drogue. On peut dire qu'il a virtuellement ses empreintes digitales sur les armes qui tuent les enfants de notre ville. Le trafic de Guzman, 2 tonnes de drogue transitant chaque mois par Chicago. De quoi enrichir ce Mexicain dont la fortune serait estimée à $1 milliard. Ennemi public numéro 1, c'est le titre décerné en 1930 par la même ville de Chicago au célèbre Al Capone, qui lui faisait plutôt dans l'alcool au moment de la prohibition. Il est plus dangereux que Capone. Il est responsable de la mort de 10 000 personnes et il n'a pas fait que les tuer. Il a torturé, mutilé, il a plus de pouvoir et de capacité financière que Capone en a jamais rêvé. El Chapo a 58 ans, il a déjà été arrêté, mais l'homme est parvenu à s'échapper en 2001. Depuis, personne ne l'a revu ou n'a voulu dire où il se cachait. Des rumeurs font état d'une villa ultra sécurisée au Mexique. Les États-Unis offrent une récompense de $5 millions pour toute information permettant la capture d'El Chapo. En Russie, 24 heures après la chute des météorites, les habitants de Tcheliabinsk sont encore sous le choc. 1200 personnes ont été blessées et les dégâts dépasseraient, selon les autorités russes, les 25 millions d'euros. C'est l'heure du grand nettoyage après le passage de la météorite. Les dégâts sont impressionnants. Les fenêtres de centaines de bâtiments ont été soufflées. Il faut maintenant les remplacer au plus vite. Les températures atteignent les -20 degrés. Le toit d'une usine s'est littéralement effondré. L'université, elle aussi, est endommagée, tout comme de nombreux hôpitaux. Toutes les écoles de la région ont dû être fermées. Les dommages sont estimés à 25 millions d'euros. Nous avons renforcé les équipes du ministère des situations d'urgence pour protéger les gens du froid et nettoyer leur domicile. Notre priorité, c'est avant tout de rétablir le gaz. La région de Tcheliabinsk a été la plus touchée. Près de 1200 personnes ont été blessées. Certaines sont encore hospitalisées, mais très peu sont dans un état grave. C'est l'onde de choc qui a été dévastatrice. Seuls des fragments sont tombés dans les environs. Les scientifiques tentent de les retrouver, comme ici sur le lac Tchebarkoul. J'ai remarqué que l'un des gros éclats était tombé par là. Et j'ai pensé que comme un astéroïde passait, il avait volé un éclat. J'ai attentivement regardé où il tombait et bien sûr j'ai été exploré.
La météorite qui est tombée est estimée à une dizaine de tonnes. Les recherches sur sa composition n'ont pour le moment rien donné. Ce qui est étonnant, c'est que généralement les corps célestes brûlent en entrant dans l'atmosphère. Cela n'a pas été le cas ce vendredi. Beaucoup ici se souviendront de ce phénomène spectaculaire. La santé, dit-on, se trouve dans nos assiettes, mais voilà qu'avec le scandale de la viande de cheval, on ne sait plus si on peut toujours manger sainement. En Europe, l'Union européenne va procéder à des tests ADN sur des plats cuisinés pour savoir s'ils contiennent oui ou non du cheval ou du bœuf. Au Royaume-Uni, on a encore retrouvé de la trace de la viande du cheval dans des plats destinés à des cantines scolaires. De la viande de cheval au menu d'école britannique. C'est une des premières conclusions rendues après une série de tests effectués sur 2500 échantillons de viande censés être 100% bœuf. De la viande de cheval a été détectée dans 29 produits. Les mères de famille sont scandalisées. Ce n'est pas une bonne chose, je trouve vraiment cela dégoûtant. Tout ça pour se faire de l'argent, c'est injuste. Vous payez pour ce que vous croyez être du bœuf, pas autre chose. De la viande de cheval, trouvée également dans des hôpitaux d'Irlande du Nord et dans des restaurants. Au Royaume-Uni, ce sont les industriels du secteur alimentaire qui réalisent eux-mêmes ces tests. Cela démontre bien l'importance de ces tests qu'il faut poursuivre jusqu'au bout et dès que possible. Je souhaiterais avoir les résultats définitifs avant la fin de la semaine prochaine, parce que l'industrie alimentaire en dépend. C'est à elle de poursuivre ces tests, de réguler son marché et d'assurer la qualité. Hier, les 27 se sont mis d'accord pour procéder à plus de 2200 tests dans toute l'Union européenne, comme ici en Allemagne. Et les premiers résultats sont accablants. De la viande de cheval en Autriche, dans des tortellini, une usine qui mélange cheval et bœuf aux Pays-Bas, de forts soupçons sur des pizzas au Danemark. De la viande de cheval trouvée aussi en Irlande, en Suède, en Suisse et en France. Des autorités européennes qui rappellent qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Retour au Mali où le soutien aux forces armées ne faiblit pas depuis l'appel à la solidarité lancé par le président Dioncounda Traoré dans le cadre de la contribution à l'effort de guerre. Ce samedi, ce sont les travailleurs du groupe Azala et Hôtel qui ont procédé à un don de sang. L'exemple a été donné par le directeur général du groupe que je vous propose d'écouter. Cette année, la cérémonie, ce don de sang a une signification plus particulière. Nous répondons à l'appel du président de la République et du gouvernement qui a appelé tous les Maliens à faire don de quelque chose, que ce soit de l'argent ou que ce soit du sang. Et nous, aujourd'hui, nous donnons du sang en attendant de faire un don matériel à l'armée malienne. Nous ne pouvons que les encourager, les féliciter d'abord pour l'excellent travail qui a été réalisé depuis le 10 janvier, date à laquelle les hostilités ont commencé. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que la quasi-totalité du territoire est libérée. Je suis à l'hôtel Salam aujourd'hui dans le cadre du forum de Bamako. Donc quand on m'a approché pour ce don de sang là, j'ai profité de l'occasion parce que je sais que c'est un geste qui peut sauver la vie. Nous restons toujours au Mali où le paysage médiatique s'enrichit d'une nouvelle publication. Saramaya Magazine, édité par Soma Press, selon la directrice de la publication des publications, Aïssatou Aïdara. Le magazine a vocation à soutenir la femme dans tous les domaines. Retrouvez entre autres dans ce premier numéro un portrait de la femme noire la plus riche au monde ou d'autres rubriques comme la mode ou l'art de vivre. Saramaya Magazine désormais disponible dans vos kiosques. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. N'oubliez pas, demain 19h, le débat du dimanche, c'est Koutangara avec ses invités. Et moi, juste après, pour une nouvelle édition d'Afrique Soir. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.